Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, c'est Dr Ajmo qui vous parle sur les ondes du francophone. Moi, cette semaine, on va procéder à notre deuxième Journal Club. La semaine passée, ça s'est bien déroulé, on a eu des bons commentaires. Alors, cette semaine, on va discuter du ROSE Study. C'est la réévaluation et utilisation précoce et systématique des bloqueurs neuromusculaires en ARDS modéré à sévère. L'étude vient de sortir dans le New England Journal of Medicine fin mai 2019. Alors, essentiellement, c'est une étude randomisée contrôlée multicentrique qui était faite non aveugle et qui était consistant avec l'étude de 2010 Accurasis. Je rappelle Accurasis qui était une étude de 340 patients qui est venue changer la donne un peu sur l'utilisation des curares en utilisation précoce dans le premier 48 heures des ARDS modérés à sévères et qui avait démontré une diminution de mortalité de 9% absolue. Alors, les auteurs ont jugé que ça prenait 1408 patients pour avoir une puissance de 90% pour pouvoir être capable de rejeter l'hypothèse nulle qui disait qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Eux avaient prévu que pour le groupe intervention, il y aurait une mortalité à 27% et pour le groupe contrôle de 35%. Donc, ils ont évalué l'outcome primaire qui était la mortalité toute cause confondue à 90 jours et les outcomes secondaires, il y en avait plusieurs, je les nommerai pas tous, mais les principaux étaient qu'à 28 jours, on réévaluait la mortalité intra-hospitalière, le nombre de jours sans dysfonction d'organes, le nombre de jours off ventilateur, le nombre de jours pas aux soins intensifs ou pas hospitalisés et les faiblesses musculaires chez les patients jusqu'à 28 jours. Donc, il y avait deux groupes. Finalement, ils ont fait 1006 patients. Ils ont dû arrêter l'étude pour raison de futilité. Et dans le groupe intervention, il y avait 501 patients qui ont eu 48 heures de cisatracurium, 15 mg à la dose, puis 37,5 en perfusion, avec une sédation profonde et un RAS de -4. Alors que dans le groupe contrôle, c'est un traitement standard avec quelques cas d'utilisation de bloqueurs neuromusculaires, mais surtout un traitement standard de RDS avec une sédation légère, un RAS 0 à -1. Donc, globalement, l'étude n'a pas montré grand gain ou grande différence au niveau de la mortalité pour l'outcome primaire. Quelques chiffres intéressants sur l'étude. Il y avait 60% des patients qui avaient des pneumonies. Il n'y avait pas de différence au niveau des ratios PO2 sur FiO2. Pas plus de pneumothorax. La volémie au jour 2 était positive de 327 ml et au jour 3, négative de 242 ml. Et il y a environ 16% des patients qui ont été pronés, qui ont été mis en ventilation ventrale. Alors, ça fait le tour un peu de l'étude. On le sait qu'il y a beaucoup de traitements au niveau des ARDS. On sait que depuis 2010, Accurasis est venu instaurer les bloqueurs neuromusculaires. Fait que je suis en compagnie de plusieurs de mes collègues aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter rapidement, puis ensuite de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Daniel Code, je suis interniste ici à Santa Cabrini, je suis membre de l'équipe des soins. Philippe Rollard, aux soins intensifs à Santa. Marco Charneux, soins intensifs aussi à Santa Cabrini. Julie Morin, pharmacienne aux soins intensifs à Santa. Mathieu Desgroseilliers, pharmacien à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Oui, en passant, Mathieu était venu de Saint-Hyacinthe expressément pour enregistrer le podcast. Fait que merci beaucoup, Mathieu. Vous le connaissez bien parce que c'est lui qui anime la plupart des podcasts. Alors, je voudrais commencer tout de suite par l'opinion de mes collègues docteurs. Marco, y a-tu quelque chose qui te frappe quand tu regardes l'étude? Je pense que c'est une super bonne étude, comme l'était Accurasis en 2010. Je pense que la différence de résultats qu'on voit dans les deux études, c'est relié au fait des changements de pratique, justement, qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années. On ne traite plus les patients aux soins intensifs de la même façon qu'on les traitait en 2010. C'est peut-être pour ça qu'on voit disparaître le bénéfice des cureurs. On donne plus des énormes quantités de liquide aux patients. On utilise un PI plus élevé. Il y a beaucoup de traitements qui ont évolué qui fait que, de un, des ARDS, on en a beaucoup moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Puis, que de démontrer un bénéfice à un traitement va être beaucoup plus difficile puisque nos patients, on les traite mieux qu'on les traitait il y a 10 ou 20 ans. Exactement, c'est vrai. Philippe, quelque chose à ajouter à ce que Marco vient de dire? Moi, j'ai jamais été un gros supporter de l'Accurasis. Une des affaires là-dedans, c'est une petite étude, ça me rappelle beaucoup le NINDS là, pour la thrombolyse en ACV. Je pense que l'Accurasis, ils avaient dû faire de l'acrobatie statistique pour être capable de sortir leur validité, des adjusted analyses, des choses comme ça, que moi, je veux dire que je me
je comprends assez les statistiques pour me rendre compte que j'en comprends pas du tout. Et que je pense que de se fier juste à la conclusion puis ce qui est là-dedans, c'est rarement suffisant. Alors, je pense que ça représente peut-être en partie aussi l'accuracy, juste la fluctuation random de les études, puis maintenant qu'ils en font une plus grosse, qui s'est bien plus étoffée, puis qui approche plus le vrai effect size d'une intervention comme la paralysie. Alors, c'est mon take, je suis heureux de ne pas avoir vraiment paralysé le monde, mais ayant dit ça, c'est parce qu'on ne voit pas tellement d'ARDS comme on ne voit pas le monde, comme on les voyait avant. Oui, tout à fait. Docteur Code, quelque chose à rajouter? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le concept de ARDS a changé avec le temps. Comme disait Marco, notre utilisation beaucoup plus intelligente du volume et notre gérance de la volémie dans les patients qui sont malades fait en sorte que probablement beaucoup des cas qu'on appelait ARDS auparavant, c'était en réalité juste des surcharges pulmonaires, peut-être qui étaient mal diagnostiquées comme ARDS, même si on avait des outils pour essayer de faire les ratios PF et tout ça et essayer de vraiment dire c'est non cardiogénique, probablement il y a invariablement une quantité de gens qu'on appelait ARDS auparavant qui étaient en réalité juste la surcharge. Et aussi, maintenant, donc les gens qui sont ARDS qu'on traite maintenant, c'est peut-être une population, une pathologie, une physiologie qui est différente que l'ARDS antérieurement, il y a peut-être 15 ans. Et l'utilisation de PEEP qui peut être titrée selon les pressions transpulmonaires et d'autres différents outils que nous avons sont probablement plus importants en termes de traitement que d'essayer de paralyser un patient. Oui, tout à fait. Puis on voit dans l'étude de Rose Study que c'était justement les PEEP étaient plus élevés que dans Accuracy, là, supérieur ou égal à 8 versus pour Accuracy supérieur ou égal à 5. Je reprends ce que tu disais par rapport au volume aussi. Je me rappelle que quand on était résident, on se faisait dire qu'on avait un patient qui était en pancréatite. Premièrement, on se faisait dire que la pancréatite était la cause numéro 1 ou presque numéro 1 des ARDS. Mais je pense qu'il fallait leur donner 6 litres, sinon on se faisait chicaner par nos patrons d'avoir débuté les amines un peu trop tôt. Alors, naturellement, quand tu donnes 6 litres à un patient qui a un état inflammatoire abdominal comme ça, c'est sûr que les poumons finissaient par se remplir aussi. Je pense que tu as tout à fait raison de dire, toi et Dr. Ola, que la gestion volémique est venue pour beaucoup changer ça. Dans les faits, pour terminer avec l'opinion des médecins, Dr. Ola l'a dit un peu que lui, il pensait pas il en donnait déjà pas beaucoup, puis je pense pas que ça va changer grand-chose par rapport à vous deux, Dr. Charnoy puis Dr. Code. L'utilisation des cureurs. Je pense que ça reste un rescue. Ça peut être un patient qui est sévèrement hypoxémique, qui est dysynchronique avec le ventilateur. Ça reste un rescue qui est approprié, même précocement, chez des patients qu'on a de la difficulté à ventiler. Là. Sauf que ça n'a pas sa place de façon systématique. Mm-hmm. Je pense que tu as raison, hein? On s'est tout regardé en se disant oui, même si on est sur un podcast, c'est exactement ça. Je pense que dans les faits, moi personnellement, même si Accuracy était là, c'est extrêmement rare que je mettais des perfusions là, avec des twitch là, pour vérifier la sédation, la curarisation profonde. Je disais ça par coup de bolus là, occasionnel, surtout dans le premier 24-48 heures, mais je n'étais pas gêné de le donner. C'est un petit peu ça que ça faisait. Justement, sur ce point, quelque chose qui ressortait quand je regardais les critères d'éligibilité. Il y avait 4848 patients qui étaient éligibles et il y avait parmi les exclusions 655 qui recevaient des perfusions de neuromuscular blockade, de bloqueurs neuromusculaires. Alors, il me semble que c'est une proportion d'environ 15% des patients qui immédiatement avaient été commencés sur des perfusions, qui semblent être beaucoup plus élevés que notre pratique locale. Ouais. Donc, même puis ils ont tous été exclus de ces... Exact. Donc, il faut se demander, est-ce que les patients qui potentiellement auraient pu bénéficier le plus, parce que le clinicien avait jugé à ce moment-là de commencer ce genre de perfusion-là, ont été exclus. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un biais d'exclusion. Ouais. C'est probablement ça qui est arrivé. Le patient allait pas bien, puis on dit on va le curariser pour bien le faire. Bon, merci beaucoup les docs. Nos pharmaciens maintenant. Alors, je sais que Julie, t'avais très hâte de nous partager tes conclusions depuis hier que tu nous en parles. Fait que vas-y Julie, on t'écoute. Là, j'aimerais avoir ton point de vue de pharmacienne. Je suis contente en premier l'opinion que Dr. Ola a apportée parce que justement, je trouve que c'était important de mentionner dans l'étude Accuracy, la première étude en fait que tu as parlé tout à l'heure, il parlait d'une différence de mortalité absolue de 9,1%. Mais en fait, c'est 31,6 dans le groupe intervention versus 40,7 dans le groupe
dans le fond, placebo, si on veut. Par contre, cette différence-là était significative juste quand on corrigeait pour certains facteurs tels que Dr. Rolla a mentionné. Donc, on peut jouer avec les statistiques. Moi, ce que je me questionne, c'est pourquoi la différence de mortalité dans le groupe intervention à 31,6 est si différente de notre qu'on obtient dans l'étude Rose de 42,5%. Est-ce que ça aurait un lien avec le fameux prone position, la position sur le ventre? Est-ce que ça aurait un lien que dans l'étude, justement, je pense que tu l'as mentionné, dans l'étude, il y avait un très faible pourcentage. Oui, 15% des patients de Rose ont été mis sur le ventre, alors que c'est près de 50% dans Accurasis. Donc, il y a vraiment une différence majeure là-dedans. C'est tout confondu, là, les deux groupes confondus, mais c'est près de la moitié des patients qui ont été pronés. Est-ce qu'on peut apporter les conclusions de cette étude-ci, l'étude de Rose, à nos patients qu'on fait le prone position? Je ne sais pas si vous le faites d'emblée habituellement. Est-ce qu'on peut dire que ces patients-là bénéficieraient peut-être plus d'un bloqueur neuromusculaire? Est-ce que justement vous avez tendance à en donner un peu pour la position ou pas du tout? Est-ce que les résultats seraient différents? Ben, moi, personnellement, quand que je veux un patient en ventilation ventrale, je vais le curariser. Au début, en tout cas, pour être sûr que tout se passe bien, puis ça se passe bien. Puis après ça, si la sédation est adéquate, je vais le garder en dehors des cureurs, seulement si il est asynchrone avec le ventilateur. Toi, Marco, quand tu ventiles ventral, est-ce que tu donnes un peu comme toi, là, au début, avec un cureur, puis ensuite sans. L'autre aspect que je voulais mentionner, c'est que à partir du moment où tu utilises un cureur, ben, tu te condamnes à une ventilation plus profonde, puis tu vas chercher les effets secondaires de cette ventilation-là plus profonde. Fait que c'est peut-être un autre aspect qui nuit au bras cureur chez des patients qui n'avaient peut-être pas nécessairement besoin. Chez un patient, encore une fois, qui est sévèrement hypoxémique ou dysynchronique, mais là, ça peut finir par être indiqué. Mais sinon, d'avoir une sédation plus légère, chez la plupart de nos patients, même en ARDS, c'est montré comme diminuant les complications associées à la sédation. Oui, tout à fait. Puis dans l'étude de Rose, justement, il y a eu pas mal plus d'effets secondaires qui étaient significatifs dans le groupe profond, puis ils l'ont attribué à la sédation profonde. Plus de bradie, plus d'hypotension. Naturellement, quand tu es curarisé, il visait des RAS à -4. Alors, ça vient affecter l'hémodynamie puis l'état cardiaque, parce que le score SOFA était égal des deux côtés, sauf le score SOFA cardiaque pour le premier 48 heures du groupe intervention. Mathieu? Ouais, ben, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je partage l'opinion. Pourquoi que le fait d'avoir mis en position ventrale en QRSS, est-ce que ça aurait pu influencer la différence de mortalité qu'on a entre les deux groupes de traitement, entre les deux études? Est-ce qu'il y aurait une synergie entre ces deux modalités de traitement-là? Peut-être. Ce qui est rassurant dans Rose, c'est que si on paralyse le patient, au moins en termes de weakness, je m'excuse, faiblesse musculaire aux soins intensifs, il n'y a pas de différence qui semble statistiquement significative. D'un point de vue, ça nous rassure en disant que si on curarise et on le fait bien, ben, de ce point de vue-là, il n'y a pas nécessairement plus d'effets secondaires. Donc, ceci étant dit, est-ce qu'on devrait curariser tout le monde? Je pense que cette étude-là vient nous dire que ça devrait être une pratique qu'on devrait de moins en moins faire. Et là, la question demeure, est-ce qu'on devrait mettre en position ventrale et curariser? Je pense, comme vous avez dit, les gars, si on met en ventrale, peut-être qu'on a tendance à le curariser en premier. Fait, je pense que ce que Rose nous conforte, c'est que si on curarise pour curariser tout seul, je pense qu'il faudrait changer notre approche, mais que si on fait une position ventrale et qu'on curarise, probablement que, en tout cas, Rose vient pas nous dire que c'est une mauvaise chose à faire. Ici, on ventile pas beaucoup ventral. On a baissé de beaucoup nos taux d'ARDS au cours des dernières années. On en parlait avec Dr. Rolla dans les derniers mois. Probablement parce qu'on fait une gestion de la volémie extrêmement, extrêmement serrée avec beaucoup d'échographie. Je pense qu'à Saint-Hyacinthe, vous ventilez ventral un peu plus. Oui, nous autres, c'est quoi votre pratique? Est-ce que vous curarisez beaucoup les patients à ce niveau-là? Oui, nous autres, quand on met en position ventrale, on va curariser. En perfusion? En perfusion continue. Okay. On va faire des TOF. On va viser du 1/4. On va essayer de le faire à 24-48 heures, selon le patient. Puis c'est sûr que on le sait que les vasodilatateurs pulmonaires n'ont pas vraiment d'impact sur la mortalité. Puis là, je le sais que c'est zéro evidence-based ce que je vais dire, mais ce que nous, on a remarqué, c'est que quand on ventralise le patient, on le curarise puis on met des vasodilatateurs pulmonaires, que ce soit le NO, la milrinone ou bien l'effleurant, peu importe, on dirait qu'il y a une synergie qui se fait. Nous, ce qu'on a remarqué vraiment, au niveau des gaz et au niveau de l'amélioration clinique, en dedans de 24 heures, les patients, on dirait qu'ils ont tendance à tourner le coin assez rapidement. C'est pas evidence-based, il n'y a pas d'études vraiment qui nous dit ça. Moi, je pense que ça serait une avenue de recherche en soi. Est-ce qu'il y aurait pour les cas les plus sévères, est-ce qu'il y aurait une synergie entre les trois, proné, curant puis vasodilatation pulmonaire?
Ça reste à démontrer, mais en tout cas, d'un point de vue expérience, je sais que c'est pas de la science, là. Je trouve ça intéressant oui, ce que tu c'est dis, une Mathieu, science. parce que la plupart des gens sont réticents à mettre un patient en position ventrale parce que c'est perçu comme étant compliqué, dangereux, puis labor intensive en termes de personnel, puis tout ça. Mais une fois qu'on commence à le faire ou qu'on est forcé de le faire, on s'aperçoit que ça va relativement bien, puis qu'effectivement, les patients s'améliorent au prix de pas d'effets secondaires de médicaments ou d'autres traitements. Effectivement, je pense qu'on est pas tous, mais beaucoup d'entre nous un peu coupables d'être réticents à appliquer cette modalité-là qui est démontrée comme étant efficace. Ouais, puis tu sais, je rajouterais, les premiers cas de ventrale que tu fais sont stressants. La première fois que tu tournes un intubé sur le ventre, là, puis que t'as jamais fait ça, tout le monde a peur, là, on se le cachera pas, là. Mais une fois que tu en as fait 2, 3, tu pognes la twist, l'équipe est au courant. Pour nous, ça se fait pas les deux doigts dans le nez, mais pratiquement, tu sais, c'est rendu une pratique courante. Fait que, tu sais, moi, ce que je pourrais dire à nos auditeurs qui font pas du ventral, ce serait de commencer à faire ça, personnellement, surtout si on se fait à Proceva, de mettre les méthodes en place. Et les premiers cas vont être épeurants, surtout que, tu sais, on le sait, là, le patient qui crash, là, qui va vraiment pas bien, tu sais, moi, vraiment que tu le touches ou tu brasses le lit, il désature, là, tu te dis comment ça se fait que je vais le tourner, il va crasher, il va mourir. Et dans les faits, on les tourne, puis ils sont sur le ventre, puis en dedans d'une heure, les gaz, tout s'améliore, là. Fait que ça fait peur au début, mais je pense vraiment faut en termes d'équipe, là, chaque unité devrait mettre cette modalité-là de l'avant. Puis là, c'est là de voir avec le patient avec toi, est-ce que tu devrais mettre un vasodilatateur pulmonaire ou le curariser. Puis ce que je retiens, encore une fois, de ces deux études-là, Curasis puis Rose, c'est que curariser, ça va être vraiment selon ton patient. T'sais, si c'est un patient qui est asynchrone malgré tout, tu sais, il est prone, tu vasodilates pulmonaire, puis tu as une sédation profonde, puis malgré ça, tu restes quand même à une ventilation qui est difficile. Tu sais, je pense que c'est raisonnable de le curariser. Tout à fait, puis c'est drôle parce que la discussion vient de virer beaucoup sur le prone ventilation, fait que je sais pas si les gens ont eu l'occasion, mais vous irez voir sur PalmCrit ce que Josh Farkas a écrit par rapport à l'étude Rose Study, puis c'est justement ça, sa conclusion va vers le proning. Il se questionne à savoir pourquoi on pronait à 50% dans une étude puis 16% dans l'autre, pourquoi toutes les études à venir semblent pas vouloir aller vers là, pourquoi le monde le fait pas, parce que l'étude Proceva était quand même assez significativement efficace, là, si on veut. Alors, il se pose ta question-là, puis justement, sa dernière phrase, c'est pourquoi ils font pas? Pourquoi ils vont pas vers là? Parce que, probablement ce que Dr. Charneux a dit, le monde en parle, le monde sont inquiets ou sont craintifs d'aller vers cette modalité-là, puis que ça a eu un peu mauvaise presse au début. Quand on en faisait avant l'étude Proceva, c'était comme un peu, là, c'est dangereux, tu peux avoir des nécroses, tu peux avoir des atteintes, faut pas que ton patient ait de trachéo, faut pas que ton patient ait de PEG, puis ça devenait, il rendait ça un peu plus compliqué. Puis de toute façon, qu'est-ce qui est inconnu ou qu'est-ce qui est peu fait peur aux gens, là. C'est sûr que tu parles de nécrose, mais il faut quand même que tu mobilises le patient. Puis il existe des matelas spécifiques pour ça, où que le matelas est fait par des alvéoles, fait que tu peux dégonfler le matelas pour justement éviter ces plaies de pression-là. Et aux 2 heures, on mobilise les patients pour éviter justement, on l'appelle la position du nageur. C'est un peu comme si le patient nageait en crawl. Puis nous, on n'a pas eu de complications, là. Je pense vraiment que c'est une modalité qui mérite d'être mise en place. C'est sûr que dans les études, il y a quand même une certaine mécanique. Il faut peut-être du personnel, il faut quand même que tu aies une surveillance au niveau du tube. Mais outre, une fois que tu l'as tourné, il n'y en a plus de problème. À la suite de l'étude Proceva, dans le New England, il y avait mis une vidéo en lien qu'il expliquait, il montrait comment faire la démonstration de changer. Mais une des choses que je trouve difficile quand on pense à quelque chose, une intervention comme ça, vous, dans votre centre, vous avez développé une certaine, ouverture envers la technique. Et donc, peut-être les critères de sélection de patients vont être différents à mesure qu'on développe un petit peu plus d'expertise. C'est normal. Comme par exemple, ici, on voit qu'il y avait une grande quantité de patients qui recevaient déjà des perfusions de bloqueurs neuromusculaires. Donc, c'est sûr que de centre à centre, un des problèmes, moi, je trouve, dans les interventions de soins critiques, c'est de trouver vraiment de bien cibler le candidat idéal. Et est-ce qu'il y a un candidat idéal pour le prone? On attend-tu d'être au point où l'FiO2 est maximal, puis là, on essaye en dernier recours, ou on le fait-tu de manière plus prophylactique? Parce que clairement...
Selon l'étude Proceva, le candidat idéal, c'est le patient qui est en rescue, qui a un ratio PO2 sur FiO2 en bas de 6, de 60 finalement, puis que ça fait plus de 12 heures qu'on essaie de le ventiler. C'est un peu ça qui... D'ailleurs, donc l'utilisation du prone était dans cette étude-là quelque chose qui était vraiment de rescue, mais il faut se demander si l'utilisation plus libérale d'une telle procédure pourrait changer la donne. Je pense que Marco avait un bon point, et puis ça revient à aussi ce que Dan dit, de cibler. Et je pense que ça tombe un peu dans une des choses qui me tanne toujours, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui marche pour tout le monde. Et là, par exemple, est-ce que, je me souviens pas dans notre décortication, est-ce qu'il y a un scale de dysynchronicité avec le ventilateur dans cette étude-là? Non. Alors moi, ça me rappelle un peu les études où on parle de réanimation volémique ou même d'hydratation pour les scans, mais il n'y a rien qui étudie la volémie de base, d'aucune façon. Alors, comment est-ce qu'on peut juger? Pour moi, ces traitements-là, they're gonna harm some, ils vont blesser certains patients, ils vont en aider peut-être un peu plus qui blessent, puis il y en a qui feront pas grand-chose, mais de cibler, c'est vraiment la façon de le faire. Peut-être justement un scale d'asynchronicité. Si on faisait la paralysie sur ces patients-là, peut-être que là, on verrait un impact clinique plus significatif. C'est ce que Sklotsky suggère dans son éditorial qui accompagne l'article, que les prochaines études devraient mesurer la synchronie des patients, parce que sinon... Ouais, puis ils l'ont dit consciemment qu'ils donnaient le bolus, je crois, qui était de 15 mg, puis après ça, 37,5 pour tout le monde. That's it. C'était parti. Puis 97% du groupe intervention a eu ce régime-là. C'est quand même beaucoup. Ce que je trouve que ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il y a comme 4 piliers au traitement de la RDS que je trouve. Il y a la ventilation protectrice, il y a les cureurs, il y a la position ventrale, puis il y a de garder les patients secs, puis on pourrait peut-être même rajouter peut-être les vasodilatateurs pulmonaires. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais lorsqu'on vient un peu ébranler un de ces 4 piliers-là, ça vient changer un peu la donne. Mais le problème, c'est qu'on dirait que les études n'ont pas été faites en les mettant tous ensemble, puis en voyant un peu la différence que ça va apporter. C'est un petit peu ça que je trouve dommage par rapport à cette étude-là. Je suis d'accord avec toi, puis je rajouterais l'évolution de la pratique. Moi, en 95, là, on avait des ARDS aux soins, puis on savait pas qu'il y avait une pancréatite. Puis 2 semaines après, on finissait par faire un scan, puis on trouvait la pancréatite. Puis là, soudain, quand on commençait à traiter la pancréatite, l'ARDS allait mieux. Fait que l'obtention du diagnostic ou de la cause de la RDS, c'est quelque chose qui a changé la pratique dans les 20 dernières années, clairement, puis qui fait partie, je rajouterais peut-être ça comme ton 5e pilier au traitement de la RDS plus contemporain. Je vous remercie à tous. Ça a été fort agréable. Je pense que dans les faits, pour nous ici, dans le CIUS de l'Est, à l'installation Santa Cabrini, je pense qu'il n'y aura pas un grand changement de notre attitude face aux cureurs par Rose Study. Ça ne viendra pas changer ce que l'on fait déjà, qu'on va vraiment y aller en fonction du patient, cas par cas. Si le patient a besoin d'être curarisé, il va être curarisé. Alors, je remercie tous mes collègues d'être venus aujourd'hui. Pour nos auditeurs, si vous avez aimé ce Journal Club, ce balado-là, je vous dis de le partager à tous vos collègues et amis qui aiment les soins critiques. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Nos podcasts, vous les retrouvez sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes usuelles. Alors, je vous dis merci. Merci à tous. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.